Du point de vue des pays de départ, qu'est-ce qui seraient les points fondamentaux pour une politique migratoire alternative? Et premièrement, c'est de faire de telle sorte que tous les pays aient droit à un modèle de développement conforme aux aspirations profondes des gens. Et que si les gens partent en connaissance de cause, qu'ils aient droit à des documents de voyage qui ne les obligent pas à passer par des voies risquées, au risque de leur vie. Le drame aujourd'hui, c'est que le développement inégalitaire a créé en la plupart des gens des exclus l'idée selon laquelle c'est partir ou mourir. Donc ça, c'est deux alternatives connues, en sachant qu'on a des chances de ne pas arriver à bon port, mais partir malgré soi. Et c'est ça qui est gratuit. Donc, je comprends bien, ça n'a pas de sens de parler seulement de la question du droit à la liberté de circulation sans parler de la question du développement et de perspectives sur place. Bon, la liberté de circulation, c'est inscrit dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que dans un ordre mondial respectueux des droits de tous, la question ne devrait même pas se poser. Les gens, c'est comme on vit, on respire, on bouge, on doit pouvoir bouger et aller, venir, c'est ça qui est inscrit, et c'est ça qui fait partie de, c'est ça qui devrait caractériser les relations internationales. Alors ce droit de circuler doit être respecté. Mais comme je l'ai dit encore une fois, il ne s'agit pas de pousser les gens hors de chez eux après avoir engendré le chaos dans les lieux et puis leur interdire de bouger. On ne peut pas empêcher les gens de vivre librement et les empêcher de partir. S'ils veulent partir, ils doivent pouvoir partir. Il y a des mouvements en Europe qui estiment que la liberté de circulation et d'installation, c'est une mesure d'urgence, qu'il y a des mesures à prendre dans les pays de départ, mais que ça, c'est une mesure structurelle qui doit être travaillée sur le long terme, mais que dans l'urgence, pour l'instant, il faut d'abord permettre la liberté de circulation et d'installation générale, et donc en priorité, donc avant d'attendre qu'il y ait des changements dans le respect de la souveraineté des États de départ, etc. Si en restant sur place, les gens risquent leur vie, il faut faire de telle sorte qu'ils puissent partir et faire le maximum d'abord qu'ils soient accueillis dignement et à ce moment-là, œuvrer de telle sorte que ceux qui ont envie de revenir chez eux, ils reviennent. Moi, je sais par expérience qu'un nombre considérable d'Africains à Paris aujourd'hui qui se faisaient des illusions sur l'Eldorado ne demandent qu'à repartir. Il y a des gens qui ont envie de retourner chez eux, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens, même pas le prix du billet. Bon, et qui aimeraient bien, il y a aussi ceux qui ont le prix du billet, mais qui aimeraient savoir en retournant, est-ce que c'est pour retomber dans les mêmes difficultés, ou alors on a des chances d'y vivre un peu mieux. Donc c'est pour ça qu'ils se battent de l'extérieur. Ils sont désireux de voir les choses évoluer positivement localement, dans l'espoir d'y revenir, parce qu'ils savent que de toute façon ils ne sont pas bien là où ils sont. Pas de repères et même pas d'alliés ni d'alliance. Donc souvent, évidemment, beaucoup de gens voudraient pouvoir partir malgré eux, voudraient pouvoir retourner et vivre décemment chez eux. Il y a certains courants d'aspiration. Les deux? Les deux? C'est les deux. Merci beaucoup. Il y a certains courants d'aspiration libérale qui pensent que la liberté de circulation, ça doit être des personnes, ça doit être le complément de la liberté de circulation des biens et des flux financiers. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui présentent la liberté de circulation dans une optique libérale? Non, mais c'est parce que ils ont l'illusion d'abord qu'il y a une liberté de circulation
des capitaux, des biens et des marchandises au profit de tout le monde et pousse à ce type de conclusion. Et ça, c'est les adeptes de la mondialisation heureuse qui pensent que les capitaux et les biens et services circulent librement, certainement, mais au profit de qui? Donc, c'est vrai que quand dans le cas de l'Afrique, par exemple, je pourrais dire que compte tenu de la globalisation, puisque les marchandises viennent chez nous, les Africains devraient pouvoir circuler librement. En soi, c'est un droit. Mais cela suppose, ça veut dire qu'on conforte l'idée selon laquelle il y a une mondialisation favorable et profitable à tout le monde. Donc on entre dans le flux, on met les gens dans le flux. Or, mais quand on sait qu'il n'en est pas ainsi et que c'est totalement illusoire et qu'ils sont piégés, bon, moi je ne m'avance pas tellement sur ce terrain. Je me dis dans l'immédiat qu'il faut donner la chance aux gens de comprendre d'abord dans quoi on est. C'est-à-dire que ce qui n'est pas fait, il y a le déficit de connaissance du système. Les gens sont projetés aujourd'hui dans un monde globalisé au forceps, mais qui en réalité est un monde global mais compartimenté, et avec des murs qui s'érigent tous les jours, mais sans que les gens sachent, quand tu es assis chez toi et que tu n'es pas dans ce type de débat, tu ne peux même pas savoir qu'il y a des barrières, quelles sortes de barrières. Donc moi je me bats aujourd'hui pour le droit à la connaissance. Le droit à la connaissance de l'état réel des lieux, de l'état des rapports de force, pour savoir si, même si on veut prendre des risques, lesquels. Sinon, on se substitue aux gens, on peut les encourager à prendre certains risques, mais après, on ne sait pas comment les sortir de là. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on garantisse la liberté de circulation des personnes, mais qu'on mette des entraves justement à la liberté sauvage du commerce et des flux financiers, donc de favoriser la mondialisation des personnes, mais de mettre des entraves à la mondialisation commerciale et économique? Est-ce que ça serait une solution pour... Si on n'avait pas, disons, si on était resté dans la perspective de la construction d'un monde éminemment humain, où ce qui compte, c'est les aspirations profondes des gens, et le commerce est une donne qu'on ne peut pas, c'est une réalité, je dis, concernant un pays comme le mien. Et depuis le Moyen-Âge, les Maliens font du commerce, voyagent, vont et viennent. Donc, mais il est conçu comme une dimension des relations humaines, l'échange. Là, on est dans un système où ce sont des humains qui échangent et l'échange de marchandises et de biens est accompagné, est assorti de liens sociaux. Donc, on n'est pas seulement des gens qui sont en contact pour faire que de l'argent. On gagne de l'argent, on construit des liens, on se construit, on construit des nations. Et c'est cette conception du commerce, moi, qui me paraît tout à fait sain. Je sais que ce que j'ai, je sais ce que vous avez, on convient d'un prix. Mais si ce n'est pas ainsi, que d'abord on sait ce que tu as dans ton sol et ton sous-sol, mais c'est ça qu'on veut. Comme tu n'as pas les moyens de les transformer, on viendra par tous les moyens de les piquer, et puis bon, tu restes chez toi. Bon, donc c'est un mouvement à sens unique et au profit des mêmes. Et c'est ça qui fait de ce commerce-là quelque chose de détestable. Mais si on conçoit le commerce sous l'angle de la construction de liens sociaux et de respect mutuel, et chacun sait ce qu'il vend et à quel prix. Donc tout ça, c'est une question de bon sens. Les gens bougent, ils ont des droits, ils savent ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perdent. Mais
quand ce n'est pas ça, et que c'est une infime partie de la société mondiale qui décide de la direction du commerce, qui décide de concentrer toutes les richesses, tous les pouvoirs, pas seulement les pouvoirs financiers, comme je l'ai dit, et qui se sont arrangés aussi à travers des coups d'État institutionnels pour... ils n'ont plus à obéir à des lois puisque c'est eux qui imposent les lois, c'est eux qui définissent les règles, peuvent les enfreindre. Donc c'est ça qui n'est plus tenable. Parce que on pourrait imaginer que dans le cas des pays africains, qu'il faudrait revenir sur la baisse des droits de douane, par exemple, revenir à certaines formes de protectionnisme pour assurer le droit aux personnes de vivre dignement. Oui, l'ouverture leur permet aujourd'hui de déverser tous leurs déchets dans nos pays. Avec ce que j'appelle le viol de l'imaginaire, les gens s'imaginent que le fait d'acquérir, c'est bien, leur confère une identité d'homme moderne, ainsi de suite. C'est là-dessus qu'il y a un énorme travail à faire et ça peut aller vite parce que dès que les gens sauront qu'ils détiennent une solution qui consiste à consommer moins et à consommer différemment et que ce n'est pas du boycott, mais c'est juste des choix économiques éclairés qui peuvent nous permettre aujourd'hui de nous en sortir. Ouais. Mais ça devrait passer aussi par des incitations financières, parce que les gens ils vont toujours privilégier ce qui est moins cher, et donc peut-être qu'il faudrait plus taxer les productions étrangères. Si les gens savent que les productions étrangères sont de nature à les assujettir, ils peuvent commencer à faire attention. Mais c'est que personne ne le leur dit aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, personne ne dit aux Africains que ce désir de ressembler à l'autre, ce désir de modernité est à l'origine d'une nouvelle forme d'esclavage. On doit mettre ça en débat. C'est pas débattu. Moi, c'est ça mon combat aujourd'hui. Oui, sur l'éducation populaire. L'éducation populaire, impliquer des artistes, des intellectuels, des gens crédibles qui ont des choses à proposer. D'abord, j'ai mon livre, Le viol de l'imaginaire, si c'était écrit, je crois que je l'écrirai une fois, c'est qu'on est d'abord blessé en nous-mêmes parce qu'on a l'impression que le fait, on n'est rien quand on ne possède pas. Mais quand on sait que ce qu'il faut posséder vous dépossède de quelque chose, il y a cette réflexion doit être menée. Dans le même temps, le prix à payer, c'est juste tout simplement la créativité. Il faut encourager la créativité et il y a dans beaucoup de domaines, moi je dis aujourd'hui qu'il y a une modernité africaine qui n'est pas que dans le copier-coller. Il y a des choses à faire, des choses magnifiques à faire et on pourrait le faire en conférant une dimension écologique, d'abord sociale, culturelle, écologique à la plupart des choses. Et il existe un marché pour ça. Mais bon, malheureusement, la voie la plus rapide pour ceux qui ont de l'argent, c'est de venir ici, d'aller en Chine, acheter tout simplement ce qui est fait. Bon, on s'entoure d'objets et c'est l'ostentation et ça pousse toujours les voisins et les autres à avoir comme l'autre. Et il faut sortir de cette concurrence. C'est la concurrence qui est mortelle. Je te pose une question là. Oui. Bonsoir. En fait, comme je disais, donc, je fais partie d'un mouvement, le mouvement révolutionnaire africain. Il y a des personnes du dit mouvement qui ont voulu vous poser des questions directement. Je les ai relevées. Je prends déjà par exemple pour une de mes sœurs qui demande, puisque le discours officiel de la France est que c'est aux Africains de choisir, comment aider tous ces nombreux présidents à le revendiquer officiellement sans craindre avec le peuple africain face à la France? C'est vraiment la question que beaucoup se posent. Si réellement il y a peut-être une sorte d'influence qu'on exerce de façon directe ou indirecte, comment
apporter, là je mets aussi ma question à l'intérieur, comment amener les populations, les sociétés civiles à revendiquer les choses sans rester tout le temps dans cette crainte que peut-être on risque d'avoir des représailles, entre guillemets, quelle que soit la nature économique, sociale ou même militaire, puisqu'on sait que voilà, on n'a pas des armées puissantes qui sont beaucoup plus faibles par rapport aux armées occidentales. Donc ça, c'était la question de la sœur Soxnaka. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Moi, je pense que les rapports de force sont réellement déséquilibrés et nous ne maîtrisons pas toujours les tenants et les aboutissants. Quand on voit que la remise en question de certains contrats peuvent donner lieu à des procès, et qu'il y a des contrats qui sont déjà signés sous la pression à l'insu des populations, et que aujourd'hui, en réalité, ce sont ces vieux pays industrialisés en crise qui ont besoin de l'Afrique. Ils ont cruellement besoin de ce dont nous disposons. C'est comme quelqu'un me le disait l'autre jour, c'est comme si on avait affaire à des enfants gâtés qui ont toujours pris ce dont ils ont besoin sur un continent, et subitement ils se rendent compte qu'il y a d'autres acteurs, que nous pourrions diversifier les relations en faisant intervenir d'autres. Or, cela ne leur donne plus la possibilité de se reconstruire, de reconquérir, c'est-à-dire de défendre leurs intérêts. Donc, ce n'est pas une chose aisée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas évident, c'est pas facile de diriger, de prendre la responsabilité de sortir votre peuple de l'ornière quand vous êtes confronté à ces réalités. C'est pas inextricable, mais en sortir suppose que les 54 dirigeants, ou en tout cas une bonne partie des dirigeants, regardent dans la même direction, sont solidaires, mais c'est pas évident parce que les fragilités, en fait, ils connaissent, ils savent comment jouer sur les uns contre les autres, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Au moment de la création de l'OUA déjà, depuis l'OUA, on est confronté à ça. Il y avait le groupe de Moravia, il y avait le groupe de Casablanca, et la charte de l'OUA a été signée, mais vraiment après de longues discussions, il y avait déjà, cette question était déjà posée à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il aller avec les anciennes puissances coloniales pour aller vite, ou faut-il l'autonomie? Donc, on est finalement, je crois que ceux qui étaient d'accord pour l'ouverture, qu'on les suive, ont gagné, parce qu'ils ont torpillé tous ceux qui voulaient, tous les nationalistes et les panafricains ont été torpillés. La même question se pose aujourd'hui, et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que les moyens sont sophistiqués, et surtout, les Africains eux-mêmes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les sociétés civiles, ne sont pas suffisamment outillés. Cette envie de connaître le système, de se battre contre le système, c'est pas ça qu'on a cultivé en nous. On a cultivé en nous et l'envie de nous entretuer. Localement, c'est-à-dire on est plus prêt à sacrifier l'adversaire politique, même quand on sait qu'on a affaire à une puissance occidentale qui ne nous veut pas du bien, mais pour des raisons politiciennes, on préfère, c'est-à-dire à qui va plaire. On est dans des jeux de séduction de l'Occident. On est victime de ces jeux de séduction, d'autant plus que maintenant, la dépendance financière est telle que survivra politiquement celui qui acceptera de faire des concessions. Donc on est constamment, la dépendance financière est telle que nous ne sommes pas tellement capables de solidarité. Et ce n'est pas que les dirigeants et les partis politiques, même les sociétés civiles. Les sociétés civiles sont prêtes à se taire,
et à ne pas dire les choses, à ne pas faire les choses, parce que si on les fait, l'Union européenne, la France, on ne va pas financer, ou alors on nous privera de ceci, de cela. Donc c'est complexe comme situation, et nous devons nous poser des questions à tous les niveaux, et voir jusqu'à quel point nous sommes nous-mêmes prêts, compte tenu du fait que l'impasse est telle que on ne peut pas s'asseoir et dire ils ont voulu le pouvoir, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont qu'à bien faire. Le problème, c'est que nulle part au monde aujourd'hui, ce n'est possible. Les pays occidentaux eux-mêmes ne sont pas indépendants parce qu'ils sont constamment sous la pression du monde des affaires et de la finance. À entendre cela, personnellement, j'ai presque l'impression qu'on est loin de l'idéal panafricain. On est loin de cet idéal rêvé par nos pères fondateurs, Kwame Nkrumah et tous ceux qui disaient que l'Afrique a besoin de s'unir et que c'est peut-être même son seul espoir si elle veut survivre dans ce monde où on est à l'ère des pays continentaux. Ici, je vais prendre par exemple l'exemple d'une question posée. On dit « L'Union africaine en son état actuel est-elle favorable à une révolution africaine? Inspire-t-elle l'idéologie de ses pères fondateurs ?» Et toujours peut-être pour rejoindre cette question, mais en poser une autre par rapport à votre candidature à l'ONU, mais on a très bien compris, comme vous avez fait un merveilleux discours, et on a compris que c'est plus une façon de faire pression que de réellement vous porter candidate. J'ai une autre camarade qui dit qu'elle aimerait savoir si votre engagement pour l'ONU ne vaudrait pas plutôt mieux que de créer une sorte d'organisation panafricaine parallèle pour faire revendiquer les droits réellement des Africains, à l'instar de l'UA qui n'a pas l'air de réellement porter la voix des Africains au niveau international. Donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que l'Union africaine joue encore son rôle panafricain, et est-ce qu'il n'y aurait pas mieux de créer une organisation réellement panafricaine qui porte la voix et qui donne la parole aux sociétés civiles comme aux leaders africains, altermondialistes panafricains, pour donner la voix à l'Afrique. Et donc, par exemple, vous serez la secrétaire générale, par exemple. Mais est-ce que ça... Voilà. En fait, moi, pour faire simple, j'ai tout simplement profité d'une occasion. Je savais qu'il allait... l'ONU, pour la première fois, ouvre le débat sur le choix du secrétaire général et qu'on voulait une candidature féminine. J'ai tout simplement profité pour avancer dans la réflexion sur l'ONU et l'Afrique. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on regarde la Cour pénale internationale, on a l'impression que c'est créé pour les Africains. Exactement. Quand on considère et quand on tient compte du fait que plus de 60% des casques bleus sont en Afrique, et que, j'en sais rien. Alors, quand on sait que l'ONU est un acteur majeur, et qu'à l'origine, nous avons cru que, comme je l'ai dit dans ma conférence, que c'est la famille des nations et qu'on allait être entre égaux avec les autres là-bas, et que dans la pratique, en fait, les puissants sont au cœur de ce système et que c'est eux qui en profitent pour reprendre des résolutions, comme dans le cas de la Libye, ou bafouer des résolutions avec les conséquences qu'on sait. C'est ce débat qu'on doit avoir. Donc, je ne suis pas dans une démarche de positionnement institutionnel. Je ne veux pas être à la tête de quelque chose qui peut prendre le... C'est pas ça, et ce serait prétentieux. Et l'Union africaine est ce qu'elle est. Malheureusement, ce n'est pas cette Union africaine non plus qu'on voulait. J'aurais pu dire aussi que par rapport à la présidence de la Commission, je veux jouer le même rôle, c'est-à-dire ne pas chercher à occuper ce poste-là, mais à engager des débats qui n'auront jamais lieu. Les questions que je pose ici, la question du libre-échange, et on n'a aucune chance d'avoir ce type de débat. Et dans le cadre du choix du succès ou de celle qui va suivre Ban Ki-moon. Donc, moi, je me dis que
il y a des enjeux cachés. Et ce sont ces enjeux cachés qu'il faut mettre sur la table pour qu'on sache que l'ONU a une part de responsabilité dans ce monde guerrier et meurtrier. Les APE, on en a discuté. Beaucoup de questions. Juste encore 2 questions. Ouais. Les APE, on en a discuté. Donc, je vais faire les 2 questions, comme ça on termine. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière avec la discussion au niveau des APE, sachant qu'une bonne partie des pays africains ont déjà ratifié ces accords de partenariat? Est-il possible pour les générations qui viennent de revenir en arrière, ou même pas les générations qui viennent, voilà, pour les quelques 2-3 années à venir? Et mon autre question, mais vraiment en cours, juste un petit mot peut-être sur votre idée, sur comment faire avancer, si cela est possible, le débat auprès de la pensée africaine, du collectif africain, sur des questions comme le franc CFA, les APE, l'idéal panafricaniste, du moins des discussions auprès des populations. Comment on arrive à conscientiser les populations? Tantôt on disait que les populations doivent comprendre qu'il est mieux pour elles de rester que d'avoir tout le temps l'idée de partir parce que le meilleur est ailleurs, et d'avoir de la créativité, comme vous dites. Comment on arrive à faire comprendre à nos propres populations, disons, à les éduquer sur ces questions? Donc les APE, est-ce qu'on peut revenir dessus, et comment arriver à mener une discussion plus large sur des questions comme le franc CFA, les APE par exemple? Moi je pense qu'on est, en tout cas pour ce qui est du Mali, et à la suite de cette agression et de l'occupation du Mali par des troupes, les gens ont... Il y a eu une petite période au cours de laquelle ils ont cru effectivement qu'on était venu nous libérer. Bon, moi je ne fais pas partie de ces gens-là, c'est là où j'ai eu des problèmes parce que dès le départ, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, l'immense majorité des gens veulent savoir au fond qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi? Et est-ce que c'est ça que le père fondateur du Mali, Modibo Keïta, est-ce que c'est ce Mali-là? Puisque le départ des derniers soldats français a symbolisé la fin de la colonisation pour nous. Donc le fait de voir la France de retour au nom de la lutte contre le terrorisme et accompagner des casques bleus, pendant que l'insécurité persiste, on n'est pas à l'aise du tout et les gens se posent des questions. Il faut leur apporter des réponses. Mais ça ne peut pas être... ces réponses-là sont contenues dans le débat sur la mondialisation. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui une ancienne puissance coloniale et à militariser sa relation avec, non seulement avec un pays, mais aussi toute la bande, toute la fête de base? Qu'est-ce qui nous vaut la militarisation et des relations bilatérales et multilatérales? Donc, eux, tout le monde le sait, c'est des questions d'intérêt. Mais maintenant, une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, et les formations politiques, le rôle des partis, de tous les partis politiques aujourd'hui, notamment les partis d'opposition qui sont dans l'opposition, c'est de donner la chance aux opinions publiques africaines, aux militants, de comprendre que la lutte est loin d'être finie et que les relations internationales sont entrées dans une nouvelle phase où ce qu'on appelle l'impérialisme collectif, on se met ensemble, on va à la conquête de parts de marché et on va à la conquête de ressources naturelles, et parce que si on ne le fait pas, on n'a pas la garantie qu'on aura soi-même, et on pourra mettre fin au chômage et qu'on pourra avoir la croissance en fait, et la prétention de nous développer répond à un besoin interne et de ressources. Donc maintenant on le sait, mais c'est à nous donc d'inscrire cette réflexion sur nous-mêmes, sur le pays, au cœur du débat politique. Malheureusement, c'est ça qui n'a pas lieu, parce que même les opposants, même ceux qui aspirent un jour à devenir quelqu'un dans le système, ils sont tous marqués
on a vite fait de dire un tel. La diabolisation est vite faite. Et on fera de telle sorte qu'en tout cas que vous ne puissiez même pas vous approcher du pouvoir, ou que si vous vous engagez, alors il faut se poser la question de savoir les dirigeants qu'on lâche, à qui on reproche telle ou telle chose. Est-ce que c'est, même si c'est fondé, mais pourquoi il y a tant d'acharnement contre certains dirigeants pendant que d'autres qui sont là pendant longtemps n'ont rien à craindre? C'est à nous de voir où sont les vraies questions, où sont les véritables questions. Est-ce que l'alternance peut être une fin en soi? Quand on sait que dans les pays comme le mien, où l'alternance s'est bien déroulée une fois, deux fois, trois fois, et que les difficultés persistent, il faut qu'on apprenne, nous-mêmes, qu'on se dise, ici, il est tout à fait normal qu'il y ait l'alternance. Mais l'alternance doit reposer sur une vision claire et clairement exprimée des transformations qu'on a envie de faire. Non pas des mensonges, en disant aux gens, voici le problème que nous avons aujourd'hui, une bonne partie de notre pétrole ou de notre uranium, de notre bois ne nous appartient pas, on ne les transforme pas ici. Bon, et comment on va faire? On va constituer un corps, et comment on va se mettre ensemble pour qu'on sache que nous voulons tous la fin du CFA, on voudrait la fin de tel ou tel piège. Mais cela suppose que les gens ont envie d'aller dans ce débat. Mais c'est tellement plus facile de manipuler l'ethnie, l'origine, la naissance, la haine. La faiblesse de l'Afrique aujourd'hui, c'est que une bonne partie des Africains qui pourraient se battre pour des questions majeures sont encore dans des combats d'arrière-garde et économiques. Quel est le modèle économique que l'Afrique peut imaginer aujourd'hui et qui soit conforme aux intérêts des Africains, qui nous permettent d'avoir du travail chez nous, un revenu décent, de vivre vraiment sans trop chercher des poux dans la tête du voisin. Donc en gros, les oppositions doivent jouer leur vrai rôle parce que c'est à elles d'inculquer ça. Elles devraient parce que c'est pour ça que moi j'insiste sur la nécessité de restructurer le champ politique. Tu vois, pas nécessairement, si on ne veut pas de gauche-droite, si on pense que ça ne marche même pas ici, mais il faut qu'on pense en termes d'alternatives. Mais si vous n'avez, si la politique devient le seul fonds de commerce, c'est ça qui est terrible. C'est que beaucoup veulent aller aujourd'hui en politique sans connaître les difficultés de la tâche, qui ne sont pas conscients des défis. Des gens, n'importe qui aujourd'hui se lève et comme un tel a accédé au pouvoir, du jour au lendemain, il y a un cousin qui est devenu ministre, qui a pris un tel, qui est devenu attaché, donc il est là, il a sa voiture, il a tout, moi aussi. Bon, à la limite, moi je ne sais pas, c'est de bonne guerre quand les objectifs ne sont pas clairs et qu'on n'est pas non plus dans un contexte où la justice sociale et la justice économique permet une redistribution du peu qu'il y a de telle sorte que tout le monde puisse vivre dignement. Donc ça fait que chacun croit que tant que tu n'entres pas en politique, ou si tu n'as pas un proche, ou en tout cas un lien quelconque avec le pouvoir, tu es condamné à mort. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Les gens ne se battent pas pour une autre Afrique, pour la libération de l'Afrique. Ils ont le sentiment que la politique est l'unique voie de sauver soi-même sa peau, de faire carrière, de survivre. Donc notre malheur aujourd'hui, c'est que si ça devient un fonds de commerce et que tout le monde pense qu'il faut passer par là pour survivre, alors on est parti vraiment pour des guerres à n'en plus finir. Les sociétés civiles sont donc obligées de rentrer en politique réellement pour faire de vrais partis d'opposition? Je ne crois pas, je ne sais pas. Si les sociétés civiles doivent entrer, est-ce que les sociétés civiles n'ont pas pour rôle, c'est ma conception pour l'instant en tout cas, et de faire de telle sorte qu'il y ait une opinion? C'est la connaissance, il y a un déficit de connaissance considérable sur l'état de vie. Dans les luttes de libération nationale, on savait qu'on avait affaire aux colons, on connaît ses desseins, on connaît son arrogance,
on sait qu'on est entre égaux. Donc on vous laisse être libéré. Maintenant, c'est que nous n'avons pas dans l'ensemble une perception claire et de la nature de notre situation. On nous a vendu l'idée selon laquelle on allait se développer. On ne s'est pas développé. Maintenant, on pense qu'on va émerger. On a remplacé le mot développement par l'émergence. Mais on ne se dit pas que dans ce système-là, ce système qui vit du pillage des richesses de l'Afrique, on ne nous donnera pas la chance de nous en sortir. Tant que nous-mêmes, il n'y a pas une masse critique d'Africains qui comprennent, qui disent « Ok, nous allons discipliner nos dirigeants ». Parce que le dirigeant sait, quand le dirigeant sait que son peuple sait et ce que son peuple veut, et quand l'extérieur sait que ce peuple est debout et défend ce qu'il veut, ils sont capables de nous respecter. Mais quand ils savent qu'on nous endort, parce que c'est l'endormissement, les médias dominants sont là pour donner une version des faits qui fait qu'on les oublie. On oublie le système, personne ne nous parlera de libre-échange, on n'en fera pas le procès, on nous dira seulement que le problème c'est un tel, vous sortez, vous vous entretuez, un tel et s'en va, l'autre vient au pouvoir, dans 5 ans on recommence. J'en ai tellement encore d'autres questions à poser. Les APE, donc par charrière possible, alors, si on a des sociétés, des opposants, de la voix, des populations qui se lèvent, donc tout cela est possible. Mais c'est tout cela. Est-ce que vous savez que moi je suis venue ici en 2007, j'ai marché ici, on s'est battu. Le problème, c'est que ça n'a pas eu, ça ne date pas d'aujourd'hui. On commence à comprendre. Mais vous ne savez pas qu'il y a eu une marche ici, et il y a eu des mobilisations, on a tout fait, mais ça n'a pas eu d'écho. Moi, quand j'ai fait le film Bamako, c'est ça. Que j'ai vu, bon, il y a pas longtemps. Dans ce film-là, vraiment, je ne pensais pas, je ne peux pas m'imaginer quand je dis que l'Occident s'est infligé deux phénomènes, s'est mis dans 2 situations difficilement gérables, c'est-à-dire la question migratoire et la question terroriste. Oui. Je ne savais pas que ça allait prendre cette dimension, mais on a envie à ce moment-là que ce travail, l'alerte qu'on donne, c'est l'éveil des consciences, on avait envie que cela puisse avoir un impact. Mais quand les dirigeants politiques, même ceux qui ne sont pas au pouvoir, quand les hommes et les femmes politiques vous écoutent, ils savent, ils ne disent pas que c'est faux, mais ils n'ont pas envie d'aller dans, ils n'ont pas envie de débattre de ça. Ils n'ont pas envie de débattre des conséquences de l'ajustement structurel, ça leur paraît trop compliqué. Alors que si on ne s'assoit pas pour poser la question de savoir que le voisin ne mange pas sa faim, que le voisin, et quand il est malade, il ne peut pas se soigner, et qu'ensemble, on pourrait faire des choses, qu'il y a des choses à faire. Si on ne se pose pas ces questions élémentaires, on s'expose soi-même, parce qu'entre nous, nous n'allons pas cesser de nous attaquer les uns aux autres, on va rester dans l'ostentation. Quel modèle les enfants regardent aujourd'hui? 80%, quand vous regardez nos chaînes, tout est dans le diversification. On chante, on danse, on chante, on danse. On consomme, on est dans la publicité. Il y a rarement, on est assis pour savoir ce que nous consommons, à qui on l'achète, qui gagne dans cet achat-là, comment on va faire. Donc toutes ces questions difficiles et compliquées, les gens n'ont pas envie de se les poser. N'ont pas envie, ne se les posent pas parce qu'elles ne peuvent pas, n'ont pas envie. Parce qu'ils ont l'impression que puisqu'ils n'ont pas de solution, il vaut mieux ne pas les poser. Autant prendre du bon temps et puis bon, et je ne sais pas, les choses, ça se passe ou ça ne se passera pas. Bon, chacun sortira et cherchera à s'en sortir et par lui-même. Voilà, c'est ça le problème. C'est la base de l'idéologie libérale, c'est oui, l'individualisation. Oui, c'est l'individualisme et c'est le sauf qui peut. Et maintenant, moi je sais modestement, je me suis maintenue, je suis restée, j'ai choisi de vivre dans un quartier populaire que j'ai transformé avec les populations. On a pavé les rues, on a créé un espace vert, on essaie de voir si on peut avoir un marché véritablement africain et qu'on a déjà construit. Donc moi j'ai un pied dans l'écriture et un pied dans ces petites actions locales de transformation pour que les gens voient
Pour ce qui est du pavage, je sais que ça a eu un impact considérable. Dès que les gens ont vu, puisqu'on a beaucoup de pierres, on ne peut paver les rues, les gens ont essayé. Et il y a beaucoup d'initiatives. On était 2 associations. Aujourd'hui, nous sommes près d'une centaine d'associations. Moi, je suis présidente d'une association d'assainissement et les autres sont venus après avoir vu ce qu'on a fait. Et je dirige une fédération d'une centaine d'associations d'assainissement. Les gens sont prêts, ne demandent qu'à se lever, à faire soi-même eux-mêmes, à condition qu'on leur donne un minimum qui va leur permettre de s'en sortir. Un minimum de matériel, absolument. Voilà. Absolument. Les gens pourraient faire des choses, mais ils ne sont pas ensemble et on ne leur dit pas que c'est possible et qu'il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent pas de l'argent, qu'il suffit d'être ensemble. Et ça, on savait le faire par le passé. Mais maintenant, et la culture du père Diem a tout gâté. Si vous appelez quelqu'un, même si c'est pour son bien, même si aujourd'hui, logiquement, normalement, on paye les gens pour qu'ils vous instruisent, pour qu'ils vous éduquent. Mais même quand vous voulez éduquer gratuitement les gens, ils demandent est-ce qu'il y a un père Diem? Est-ce que vous pouvez nous... Il y a quelque chose à gagner. S'il n'y a rien à gagner, on n'y vient pas. Donc ça aussi, cette tare est venue se greffer sur tout le reste. Donc les gens ne sont plus capables, même si... Alors moi je leur dis, généralement, je dis, vous savez, socialement, nous savons donner. Quand il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des décès. Quand il y a des décès, il faut voir tout le monde bien. On est solidaire. Bon, ça c'est lorsqu'il nous arrive des choses personnellement et aussi au niveau des relations interpersonnelles. Mais comment se fait-il pour les questions de la cité? De la société. Et on n'est pas capable de donner de son temps et un peu d'argent pour changer. Bon, il y a une crise de confiance parce que souvent ils se disent à qui on va remettre cela, qui va nous aider à le faire. Qu'est-ce qui va arriver de notre argent? Est-ce que la personne le fait pour prendre notre argent ou alors la personne a des ambitions politiques pour nous instrumentaliser? Il y a toutes ces méfiances-là. Comment réinstaurer cette confiance? Il faut dissiper. Effectivement, bon, c'est de bonne guerre si les gens veulent faire de la politique, effectivement, qu'ils s'investissent. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il y a une crise de confiance qui est devenue un frein à la mobilisation. J'espère que les initiatives locales de transformation, les porteuses d'enseignement vont se multiplier et que les gens verront comme ici, parce que de nombreuses initiatives dans le transport, les gens partagent, les gens apprennent à partager dans des sociétés relativement nantis. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le faire en Afrique. Comme le crowdfunding et tout. Comme le crowdfunding, le financement participatif, mais pas seulement comme les anciennes sociétés américaines où ensemble, ils se mettaient ensemble pour bâtir une école. On peut réhabiliter des choses, on peut faire beaucoup de choses ensemble, mais c'est pas facile. Comment s'échapper de son salon, du petit écran, où il y a toujours un film puis un autre. Mais quel film? Il faut voir la qualité des films. Et tellement de choses qui incitent à la consommation et au départ. Bon ben voilà, je salue les membres du réseau. Du mouvement révolutionnaire africain. Je vous encourage. Merci beaucoup. On reste en contact. Merci beaucoup. Tout le monde. Si, je l'ai. Pas de la chance, parce qu'il est enregistré.